Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Après presque 4 ans en Éthiopie, Vianney a été adopté et est arrivé en France. L'histoire autour de ses premières années était claire. Il n'avait plus de famille biologique. Jusqu'au jour où il a reçu un message auquel il ne s'attendait pas, et qu'il a plongé dans la découverte de son pays, et peut-être même de sa famille biologique. Je te laisse découvrir son histoire. Belle écoute. Salut Vianney, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Comment tu te sens ce début d'enregistrement d'épisode ? Bah écoute, ça va bien, et ça va plutôt bien, et toi ? Super, je te remercie beaucoup. Je te propose de commencer par te présenter. Qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors du coup, je m'appelle Vianney Zenon, je suis né en Éthiopie en 1998. Là actuellement j'habite sur l'île. Donc j'ai été adopté en 2002 et puis voilà, depuis je suis resté en France, je suis retourné une fois en Éthiopie. Sinon ce que je fais actuellement, je travaille en assurance et je suis pompier volontaire à côté. Super. Alors, quand tu dis que tu es né en 1998 et adopté en 2002, qu'est-ce qui s'est passé sur ce début de vie pour toi ? Du coup, je suis né en 98. J'ai été en Éthiopie. Du coup, j'ai été élevé à Addis Abeba par la famille de ma mère et puis ma mère, bien évidemment. Mon père n'était pas présent pendant les premières années de ma vie. Enfin, même, il n'a pas été présent du tout, mon père biologique, étant donné que suite à ma naissance, lui, de son côté, il m'avait pas reconnu comme étant son fils. Et du coup, il avait quitté, alors c'était Addis Abeba ou c'était Dessie à ce moment-là, mais c'était aux alentours de la capitale dans tous les cas. Et du coup, j'ai été élevé par la famille de ma mère, ses parents, du coup mes grands-parents, ses frères et sœurs, donc mon oncle et mes tantes, et après du coup on va dire les cousins, cousines, enfin je vais dire le reste de la famille. Ça s'est fait pendant 2 ans à peu près. Au bout d'un moment ma mère elle a eu une maladie, alors on ne sait pas exactement ce que c'était, mais ils avaient indiqué que c'était le sida sur, je sais pas si c'était un acte de décès, mais je pense que c'est les informations qu'ils donnent lors de l'adoption. Ils avaient indiqué que c'était la même chose pour mon père, mais bon ça on va y revenir, c'est une longue histoire. Et du coup, suite au décès de ma mère, j'ai continué à être élevé par mes grands-parents, oncles, tantes, le reste de la famille, jusqu'à peu près mes 3 ans, je crois. Et puis ensuite, j'ai été mis en orphelinat pour me donner une nouvelle opportunité par mon grand-père. Bon, il y a toute une histoire derrière le pourquoi il m'a mis à l'orphelinat. Il a pas prévenu le reste de la famille. Il a fait ça un petit peu du jour au lendemain. Et du coup, je crois que le processus d'adoption a pris à peu près 1 an pour... je reconfirmerai quand même avec mes parents pour pas te dire de bêtises, mais je crois que ça a pris à peu près 1 an. Et du coup, je suis arrivé en France en mars 2002. Oui, donc t'as vécu presque 4 ans en Éthiopie. C'est ça, ouais, quasiment. Et quand tu dis qu'il y a une histoire avec ton grand-père, etc., tu peux rentrer un peu plus en détail dessus ? Bon, on va reprendre du coup avec l'histoire entre ma mère et mon père. Donc mon père était professeur dans une université en Éthiopie. Ma mère était élève dans cette université. Il s'est passé ce qui devait se passer. Il n'était pas marié ou fiancé ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, elle a annoncé à mon père qu'elle était tombée enceinte. Je crois que c'est une tradition là-bas où on ne doit pas prévenir tout de suite le mari ou en tout cas le père que la femme est enceinte. Mais du coup, lui, forcément, il ne m'a pas reconnu comme étant son fils. Et au début, mon grand-père a du coup, je sais pas si on peut dire lui a collé un procès, mais concrètement, il l'a amené au tribunal pour qu'il puisse me reconnaître comme tel. Mon père a eu gain de cause, il a quitté la ville. Et du coup, par la suite, c'est à ce moment-là où j'ai été éduqué par le reste de la famille du côté maternel. Mon grand-père, donc, pendant les premières années, il n'y avait aucun souci. Pour tout ce qui était d'élever, enfin je veux dire, il y avait suffisamment de personnes dans l'entourage. J'imagine que perdre sa fille, forcément, ça n'a pas été la meilleure des choses également. Surtout qu'elle était assez jeune, je crois. Je sais plus exactement quel âge elle avait, mais peut-être à peine la vingtaine ou dans les alentours quand elle était décédée. Et du coup, déjà pour financièrement, c'était pas la meilleure des choses de pouvoir gérer tout ce qui était oncle, tante, plus l'enfant de sa fille, plus, enfin je veux dire tout le restant de la famille, bien évidemment. Et d'un autre côté, il voulait également me donner une opportunité, mais il savait bien que ma grand-mère serait contre et que le reste de la famille serait plutôt contre également. Du coup, il a pris la décision un petit peu du jour au lendemain de m'amener à l'orphelinat et puis ensuite il a donné l'information forcément au reste de la famille. Il devait bien expliquer pourquoi j'étais plus dans la maison. On va pas dire que j'étais à
aller faire des courses ou quoi que ce soit, mais du coup il a prévenu et ma grand-mère forcément, bon, elle réaction très émotionnelle, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont raconté tout ça. Réaction très émotionnelle, mais bon, ils sont pas revenus à l'orphelinat bien évidemment, et du coup s'en est ensuit ce qui devait suivre, l'adoption du coup directement en France. Et tes parents adoptifs, du coup, ils étaient dans une démarche d'adoption? Oui, oui. Alors mes parents adoptifs, faut savoir que là, du coup, par rapport à mes frères et sœurs adoptifs, je suis le petit dernier. Donc j'ai 4 frères et sœurs, tous plus âgés que moi. Et bon, c'est une des questions que je me suis posée aussi. En général, pour les adoptions, c'est plutôt soit pour les personnes qui ont du mal à avoir des enfants, soit les personnes qui ne veulent pas, par exemple, avoir d'enfants biologiques, mais qui veulent quand même pouvoir donner une chance ou pouvoir élever un enfant. Mais là, c'était ni l'un ni l'autre pour mes parents. Ils voulaient juste pouvoir, voilà, donner une opportunité à un enfant qui n'a pas forcément eu la même chance que les autres. Et du coup, oui, j'imagine qu'ils étaient je pense plutôt qu'ils étaient dans un process d'adoption, ouais. Et tout ce que tu me racontes, enfin tout ce que tu nous racontais juste avant, là, avec ton grand-père, ta maman, ton père, etc., c'est tes parents qui t'ont transmis cette information ou c'est des informations que tu as eues plus tard? Alors, mes parents comme moi, pendant, on va dire, allez, entre le moment où ils m'ont adopté, du coup, l'âge où on l'a pris, pendant 14 ans à peu près, ils avaient la même version que moi. C'est-à-dire que mes 2 parents biologiques étaient décédés du sida, qu'il n'y avait pas de reste il n'y avait pas d'autres membres de la famille, pas de grands-parents, pas de cousins, pas de cousines, rien du tout. Donc ça, c'était jusqu'en 2016. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu un message sur Facebook où j'avais l'impression que c'était un spam, tu vois, où dans les messengers, tu peux voir dans les spams, que j'avais un message, c'était Hello Tadios. Donc Tadios, c'est mon prénom éthiopien. We are family from Ethiopia. On est de la famille d'Éthiopie. Voilà, on reprend contact avec toi concrètement. Donc moi au début je me suis dit bon c'est une blague, je vais laisser ça de côté, je vais pas faire attention. Et puis à un moment je pense que je l'ai mentionné à ma mère un petit peu en rigolant un soir, mais elle du coup elle s'est dit bon c'est un petit peu étrange quand même, donc elle m'a demandé de lui donner le nom et le prénom et elle a regardé elle de son côté, je suppose qu'elle a repris contact avec. Et j'ai une amie de mes parents qui était déjà allée en Éthiopie, qui connaissait un guide en Éthiopie, qui parlait français du coup, et elle lui a demandé de se renseigner concernant la famille par exemple, avec mon nom de famille, enfin la famille Arega ou etc. Donc lui il s'est renseigné de son côté, le guide, et puis au bout d'un moment il a repris contact avec nous, il nous a dit bah ouais en fait non seulement il reste encore de la famille en Éthiopie, mais du coup mon père est toujours vivant, il s'est remarié, enfin il s'est marié du coup parce qu'il n'était pas marié, mais il s'est marié, il a eu 3 enfants, et j'ai encore grands-parents, cousins, cousines, oncles, tantes, donc voilà, toute la myriade. Donc ça on l'a appris, et puis moi personnellement, l'information elle m'a pas vraiment choqué, ou elle m'a pas vraiment bouleversé ou quoi que ce soit, je me suis juste dit bon bah écoutez, ainsi soit-il, c'est pas pour, je veux dire c'est tout, c'est ce qu'il en est. Je connais pas ces gens, je me rappelle pas d'eux, j'ai aucun souvenir d'Éthiopie, donc voilà, je veux dire j'ai fait ma vie, ils ont fait la leur, tant mieux si j'ai de la famille là-bas. Mais mes parents adoptifs, eux ils avaient pas du tout la même idée, eux ils se sont dit bah il faut absolument qu'on aille les voir concrètement. Et aussi, j'imagine que ça n'a pas été facile pour eux parce que forcément, ils devaient se dire que, le fait d'imaginer qu'il n'y avait pas plus de famille en Éthiopie, entre guillemets, ça facilite les choses, de se dire qu'il n'y a pas toute cette histoire qui précède l'adoption, et on peut à peu près repartir à zéro ou à compter de l'adoption, mais là, pour eux, c'est qu'il y avait quelque chose avant, et c'est quelque chose qu'ils devaient accepter aussi, donc je sais que ma mère, elle a été un petit peu bouleversée pour ça, mais moi, personnellement, en tout cas, ça m'a pas réellement affecté. Donc, ils ont planifié avec mon père tout ce qui était, ils se sont dit, bon, on va aller en Éthiopie fin 2016, on est allé en Éthiopie une dizaine de jours, ils ont planifié tout le voyage, je m'en suis pas vraiment préoccupé, ils ont tout planifié, puis on est arrivé en Éthiopie, et normalement on devait rencontrer ma famille le 4e ou 5e jour je crois, mais dès qu'ils ont appris qu'on était arrivé en Éthiopie, on était dans un hôtel, le lendemain matin ils sont venus directement à l'hôtel, et puis ils nous ont vus, donc eux, enfin la grosse différence c'est qu'ils ont encore des souvenirs de moi, ils se rappellent de moi, alors que moi j'en ai absolument aucun, donc forcément ça fait des réactions qui sont plutôt partagées, eux de leur côté forcément extrêmement heureux, très émotifs, et moi de mon côté, je dirais pas que j'avais une attitude je m'en foutiste, mais pour moi c'est comme si c'était des étrangers qui me prenaient dans leurs bras, et j'étais un petit peu obligé d'aller dans ce sens, on va dire. J'imagine que ça devait être un peu étrange à vivre. Ah ouais. Tu disais que c'est surtout tes parents en fait que ça a affecté de savoir qu'il y avait une famille qui était encore en Éthiopie, enfin ta famille biologique était encore là. Ça a fait quoi? Ça a créé des échanges et des discussions entre vous?
On n'a jamais été extrêmement dans l'optique d'échanger sur comment on se sent ou d'exprimer réellement nos émotions, on va dire, au niveau de ma famille adoptive, mais on n'en a jamais vraiment vu la nécessité. Alors, après, ça veut pas dire qu'on n'est pas proche, hein. Je suis proche de mes parents, mais on n'a jamais eu, voilà, comme j'ai dit juste avant, la nécessité d'exprimer ou d'échanger sur certaines choses, si on n'en voyait pas le besoin ou l'obligation. Donc après, c'est des choses que je voyais, même s'ils n'avaient pas besoin de m'en parler, c'est des choses que j'ai vues quand même. Et j'imagine que si j'avais été plus bouleversé que ça, ils auraient voulu échanger avec moi, sans doute. Mais ils ont dû voir que personnellement, ça m'avait pas affecté plus que ça, et donc ils ont dû garder ça un petit peu de leur côté également. Alors peut-être qu'entre eux, ils ont dû en parler, c'est sûr et certain, mais j'ai pas plus de détails sur les échanges qu'ils ont pu avoir à ce niveau-là, et j'ai juste une impression, on va dire, pas superficielle, mais je vois globalement comment ils se sentaient, mais j'ai pas plus de détails sur leur ressenti. Et ce que tu disais que tu es le 4e des enfants, c'est un sujet que tu abordais avec tes 5e 5e, 4 frères et sœurs. Ah oui, bon, pardon. Pas de souci. 5e. Et donc c'est un sujet, l'adoption, dont tu parlais avec tes frères et sœurs? J'imagine, peut-être quand j'étais un petit peu plus jeune, mais vu que j'ai vraiment absolument aucun souvenir de l'Éthiopie, j'ai pas eu l'impression d'avoir été, j'ai pas l'impression d'avoir été adopté, j'ai l'impression de toujours avoir grandi avec eux, donc pour moi, je me suis même pas posé la question. Alors, je pense pas qu'il y ait eu un gros moment où mes parents ont dû me dire, bah voilà, on a quelque chose à te dire, t'es adopté. Je pense pas qu'il m'ait sorti ça, parce que j'en ai pas de souvenir en tout cas. Mais j'ai dû le comprendre à un moment ou l'autre, et ça a forcément généré du questionnement. Mais le simple fait de se dire qu'il y a plus de familles restant en Éthiopie, ça limitait assez rapidement le questionnement, et ça ne me donnait pas particulièrement envie d'en parler avec mes frères et sœurs, et je veux dire, pour moi, c'est mes frères et sœurs, c'est tout. Ça ne changeait rien. Je comprends tout à fait. Moi-même ayant un frère ayant été adopté, je comprends. Ouais. Ok, donc 2016, tu rencontres ta famille biologique. Il y avait combien de personnes à peu près qui étaient là pour votre rencontre? Alors parce que du coup ça s'est fait en 2 fois, même 3 fois on va dire. Donc le deuxième jour, non, le premier jour du coup, on est arrivé le soir et ils nous ont vus le lendemain matin. Donc moi j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, puis je vois je sais pas, une dizaine de personnes qui arrivent, donc moi j'avais l'impression d'être une star un petit peu, mais non, je pense, alors il y avait mes 3 tantes, il y avait mon oncle je crois, il y avait ma grand-mère, les petits cousins, petites cousines, à peu près une dizaine je pense le premier jour qui sont venus. Ensuite on les a revus plusieurs jours après directement chez eux, donc là il y avait toute la famille qui était, on va dire, à proximité qui était venue. Alors non, même en 4 fois en fait. Donc ok, premier jour c'était les 10 personnes, 1 ou 2 jours après c'est mon père biologique qui est venu jusqu'à l'hôtel nous voir, mais il est venu seul. Donc lui aussi à peu près la même réaction, hein, énormément de pleurs et énormément de, je suppose, de tristesse, de regret aussi. Il parle la langue en Éthiopie, c'est l'amharique. J'ai aucune notion d'amharique, donc je sais juste dire j'ai envie d'aller aux toilettes, donc c'est pas très utile. Mais du coup il parlait un petit peu en anglais, donc j'entendais, il disait voilà, je suis désolé, il regrettait, mais pour moi comme pour le restant de la famille, c'était un inconnu, donc je veux dire voilà, je tenais un grand homme dans mes bras en train de pleurer, et moi je savais pas trop quoi faire, donc il y a eu ça. Quelques jours après, donc on a vu le reste de la famille du côté des tantes, donc leur mari, le grand-père, mon grand-père du coup, parce que j'avais vu que ma grand-mère de base, il y avait mon grand-père maternel également, des enfants qui étaient devenus adultes, parce que j'avais 18 ans, ils avaient 18 ans, à peu près le même âge que moi, avec qui apparemment je jouais quand j'étais enfant, mais dont je me rappelais pas. Et donc là on était quand même pas mal, beaucoup plus nombreux quand même, je sais pas, une quinzaine, vingtaine, peut-être un petit peu plus, je saurais pas te dire. Et du coup, ça c'était à peu près la 3e rencontre. Je crois on les avait revus encore une autre fois à une autre maison, un petit peu moins nombreux, mais c'était le reste de la famille. Et ensuite, j'ai vu la famille du côté de mon père, donc la femme avec qui il s'est marié, et ses 3 enfants. Donc il avait deux filles et un fils. Du coup, mes demi-sœurs et mon demi-frère, tous plus jeunes que moi. Ça, c'était assez marrant quand même. J'ai eu l'expérience d'être le grand frère pour une fois. Mais c'était marrant. Et vous avez fait quoi en fait ? Parler. Alors on était avec le guide, donc lui se chargeait de la traduction, on va dire. Et parce que je suis tombé malade pendant qu'on était en Éthiopie, donc il y avait un moment où
On était à leur domicile et puis on avait déjà quand même pas mal parlé avec eux. Il y avait pas mal d'échanges, pas mal de beaucoup de pleurs d'un côté comme de l'autre, du côté de mes parents biologiques, enfin de ma famille biologique comme de mes parents adoptifs. Et au bout d'un moment, je me sentais vraiment très très mal parce que j'étais juste malade, donc j'avais besoin de m'allonger, j'étais nauséeux, donc je suis allé m'allonger à l'arrière et puis je les entendais qui parlaient encore pendant très longtemps. Au bout d'un moment, je me suis endormi et je me suis réveillé, ils continuaient d'en parler, donc j'imagine qu'ils avaient beaucoup de choses à dire, mais j'ai toujours eu un petit peu, pas ce recul, mais pas l'impression d'être réellement concerné par ce qui se passait en fait. Bon, un peu l'impression que tout ce qui se passait c'était un film, j'en sais rien, que c'était pas quelque chose qui me concernait directement, ou que la personne dont il parlait c'était un autre moi que je connaissais pas du tout et dont je me rappelais pas et que j'avais pas forcément plus envie que ça de connaître en fait. Donc après forcément pour mes parents comme pour ma famille, ils m'ont connu quand j'étais tout petit d'un côté ou de l'autre, donc forcément ils se sentent beaucoup plus concernés et je pense que c'est pour ça qu'ils ont échangé pendant pas des heures mais pas loin j'imagine. Et de la même manière quand on a vu la famille de mon père, c'était la même chose, des échanges. Pendant que mes parents parlaient avec lui et sa femme, moi je m'amusais juste à jouer avec mon petit frère, mes demi-frères et mes deux demi-sœurs. Mais j'ai pas l'intégralité de ce qu'a pu se dire pendant ces échanges. Et c'est vrai que j'ai jamais demandé à mes parents d'ailleurs. C'est peut-être bien comme ça aussi. Hein. C'est peut-être pas mal comme ça, c'est ça. La personne qui t'a contacté d'ailleurs, c'était qui ? C'était un autre guide qui... Non, c'était mon oncle, en fait. C'était mon oncle. Ouais, c'était mon oncle. Ok. Donc en fait, ça veut dire que il y a un message qui est arrivé et qui a changé un peu toute ta perspective autour de l'histoire, autour de ton adoption, en fait. C'est exactement ça. C'est un message sur Facebook à côté duquel j'aurais pu passer à côté si j'avais jamais mentionné ça auprès de ma mère. Et ça se trouve, j'aurais jamais appris tout ça. Et puis en plus, on va pas souvent regarder les messages dans les spams sur Messenger, tu vois, donc... Je sais pas, j'étais curieux, je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message que j'ai ignoré, c'est possible, on sait jamais. Mais ouais, c'est fou de se dire que ça se joue à un message, tu vois, ça change vraiment toute l'histoire, en fait. C'est pas quelque chose auquel je m'attendais, du coup, quand j'ai vu ça en 2016. C'était ma première année d'études, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient changé, donc avoir ça en plus, je me suis dit, c'est spécial. C'est drôle comme situation. Le guide... c'est quelqu'un qui a été du coup aussi important, j'imagine, dans cette rencontre parce qu'il avait cette fonction de traducteur, etc. T'es encore en contact avec lui ? Alors moi directement non, parce que de base il était surtout en contact avec l'ami de mes parents. Donc j'imagine qu'il continue. Alors mes parents, je suis persuadé qu'ils continuent d'échanger avec le guide ou avec tous ceux qui se trouvaient en Éthiopie. Moi de mon côté, de temps en temps, voilà, j'envoie des messages, on reçoit des messages avec mes tantes, c'est plus particulièrement mes tantes, un peu avec mon père. Mais avec le guide, non, pas réellement. J'ai discuté avec lui pendant qu'on était en Éthiopie, effectivement, mais comme je disais depuis le début, j'ai toujours eu l'impression que je me déplaçais plus pour ma famille que pour moi au final. Enfin, pour la famille que j'avais en Éthiopie que pour moi. Personnellement, le juste apprendre que j'avais encore de la famille en Éthiopie, voilà, c'était une information que je prenais qui aurait pu rester là et puis ne jamais aller en Éthiopie, ça ne m'aurait pas bouleversé de jamais aller là-bas et de jamais les voir. Mais je me suis dit, pour eux, ils ont toujours des souvenirs de moi, je pense que j'imagine que ça leur fera du bien de me voir, donc on va faire, entre guillemets, l'effort et puis on va aller se déplacer là-bas. Est-ce que cette rencontre t'a rendu heureux ? Ouais, je pense que ça a plus compliqué les choses que me rendre réellement heureux, en fait. En général, je suis plutôt quelqu'un d'heureux, donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de problème. Mais du coup, forcément, en sortant de ça, j'avais toujours dans ma tête le fait de me dire, bon voilà, j'ai plus de famille en Éthiopie, donc voilà, je peux juste me focaliser sur ce que j'ai actuellement, et puis surtout ce qu'entre guillemets a été construit depuis que je suis arrivé en France. Mais forcément, le fait de se dire que j'avais encore de la famille en Éthiopie, et pas qu'un peu, mais j'ai quand même pas mal de personnes qui restaient en Éthiopie, que pour autant j'ai quand même été adopté, mais que maintenant ils reprennent contact avec moi. Enfin, je veux dire, c'est tout un cheminement. Je me disais, au final, qu'est-ce qu'ils veulent réellement ? Et puis, surtout, pourquoi est-ce que de base, on m'a mis en orphelinat de base ? Donc forcément, ça a plus généré de questionnements dont je me serais sans doute passé. Alors, après, je pense que je m'en serais passé, mais pour autant, c'est des questions que
Ce genre de questions dont tu te passerais, mais qui au final te feront quand même grandir sur le long terme. Même si tu n'as pas de réponse au final, que tu n'arrives pas réellement sur une conclusion, le fait de te poser ça, et puis peut-être de juste te dire, voilà, la réalité des choses, c'est que j'ai encore de la famille en Éthiopie. Maintenant, moi de mon côté, je me rappelle plus d'eux, ils se rappellent encore de moi, c'est tout, c'est la manière dont les choses sont actuellement. Moi de mon côté, ça ne va rien changer à ma vie actuelle, mis à part échanger de temps en temps avec eux. Eux de leur côté, ça change beaucoup de choses à leur vie parce qu'ils savent que voilà, je m'en suis tiré ou que je suis dans telle situation actuellement et que je fais telle ou telle chose. Donc c'est tout, c'est la manière dont les choses sont actuellement, il n'y a pas réellement de conclusion à en tirer et voilà, la vie continue. Et je pense que si je n'étais pas allé en Éthiopie, je serais peut-être pas arrivé sur cette conclusion-là et j'aurais peut-être eu continuellement ce questionnement justement qui serait arrivé sans réponse, mais sans que j'en arrive à me dire, c'est tout, c'est la manière dont les choses sont. Parce que ça change quoi pour toi d'être né en Éthiopie ? Bon, d'être né en Éthiopie, ça je le savais depuis le départ. Après, ce que ça change, c'est que bon, après ça c'est plus les petits soucis, on va dire, d'adolescence quand tu grandis, que tu sais pas trop où t'en es. Le fait d'être né en Éthiopie, mais pour autant d'avoir grandi dans un environnement complètement différent, ça fait qu'on s'y retrouve pas forcément d'un côté ou de l'autre. J'avais quelques amis, alors j'étais pas en orphelinat, j'étais dans un internat pendant quelques années entre le CM2 et la 5e, et je peux voir d'autres personnes qui étaient adoptées, d'autres garçons qui étaient adoptés, qui venaient d'Éthiopie ou pas d'Éthiopie, et les différences de comportement entre chaque. Donc entre moi par exemple qui sur cette période-là je cherchais pas à connaître mes origines, c'était quelque chose qui me passait au-dessus, je préférais juste m'amuser avec mes amis, c'est tout. Un autre qui posait énormément de problèmes à ses parents, à sa famille, qui était très turbulent, qui se posait énormément de questions sur ses origines, parce que lui il savait que il avait encore des parents qui étaient vivants mais qui étaient en Colombie du coup. Et un autre qui lui de son côté était dans la même situation que moi, éthiopien, adopté par une famille entre guillemets française, blanche si tu préfères, et qui s'est plutôt bien intégré, mais pour autant j'ai toujours senti une différence dans le sens où alors je suis né en Éthiopie, je suis 100% éthiopien, même si je suis un petit peu pâle, c'est parce que je suis dans le nord là, donc forcément je perds en bronzage. Mais j'ai fréquenté des personnes, enfin des Français blancs, des Français noirs, des Français de toute origine, et on voit souvent même je voyais souvent pour les Français, on va dire noirs, qui étaient élevés dans une famille noire, qui avait tout un entourage africain. Qu'il y avait tout ce côté, on va dire, un petit peu traditionnel, même au niveau du comportement, au niveau de la culture, tout ça que je retrouvais pas du tout de mon côté forcément, parce que moi de mon côté, enfin je veux dire, j'ai grandi avec un père qui écoutait de la musique classique pour m'amener à l'école, donc forcément c'est pas la même chose. Et d'un autre côté, je retrouvais les Français, on va dire blancs, qui eux, sont blancs et qui ont eu la même éducation que moi, et donc là je me retrouvais pas non plus sur tout ce qui était, on va dire, plutôt c'est un peu basique, mais sur l'apparence en fait, c'est tout. Et ça, c'est quand on est jeune, c'est des points qui peuvent avoir un petit peu plus d'importance. Et donc je pense que c'était sur cette période là où ça a pu changer quand même pas mal de choses sur comment je voyais les choses et sur la manière dont je pouvais grandir. J'étais un petit peu entre deux, si tu veux. Ouais, c'est le côté un peu la différence, et tu dois compiler entre tes origines et la réalité, ton éducation, etc., où tu sais qu'il y a une différence, et du coup il faut que tu compiles avec les deux. C'est ça exactement. Et du coup bon, après au bout d'un moment c'est problématique pendant l'adolescence, parce que c'est la période où tout le monde se pose un petit peu des questions sur tout, mais au bout d'un moment quand cette période là est passée, on en tire juste le meilleur des deux mondes, et puis la conclusion générale, c'est toujours, c'est tout, les choses sont comme ça, donc je peux rien y changer, je vais pas remonter dans le temps, je vais pas changer ça, même si je pouvais le changer, est-ce que je le ferais? Je pense pas, c'est tout, c'est ce que je suis, et puis c'est l'acceptation, soit ça, t'as vu, c'est beau, C'est superbe, merci. T'aurais envie de retourner en Éthiopie? Je me suis déjà posé la question. Alors après, d'un côté, j'ai pas eu forcément le temps entre 2016 et aujourd'hui. Bon, j'avais mes études, j'ai pas eu de vacances pendant mes études, puis ensuite j'ai commencé à travailler directement derrière. Donc, on va dire, j'ai pas forcément le temps, et puis j'ai pas forcément pris le temps également de me dire est-ce que j'ai envie de retourner. Alors, de penser peut-être à planifier un voyage ou autre. Et je me dis que si j'en avais réellement envie, je serais déjà sans doute retourné en Éthiopie. Là aujourd'hui, pour moi, je vois pas réellement l'apport que ça pourrait avoir de retourner en Éthiopie à nouveau, pour moi.
Le seul côté enfin le seul apport qu'il pourrait y avoir, je pense que ça serait uniquement du côté de ma famille où ça leur referait plaisir forcément de me revoir. Mais de mon côté, il n'y aurait pas réellement d'apport, il y a plus de questionnement, mais pour autant, je pense que ça me laisserait plus indifférent qu'autre chose, et ce serait pas un voyage qui m'apporterait énormément de choses. Pour le premier voyage, voilà, j'ai su faire entre guillemets abstraction de ce que moi je voulais, pour, on va dire, aller dans le sens de ce que ma famille voulait, de ce que la famille que j'avais en Éthiopie voulait également. Je suis fait abstraction de ce que, enfin, de mon pas de mes besoins, mais on va dire de ce que, de ma volonté au final, de mon ressenti. Mais là aujourd'hui, je n'ai pas réellement l'envie de faire abstraction de ce que je ressens aujourd'hui pour, on va dire, faire plaisir à d'autres personnes. Et je pense qu'il y a peut-être un petit côté égoïste là-dedans, mais pour autant, bon voilà, je me dis aujourd'hui, ils savent où j'en suis, je sais où ils en sont, c'est une bonne conclusion à laquelle je suis arrivé, et puis on peut continuer de rester en contact à distance. J'ai 2 questions qui me sont venues en tête. La première, c'est quand t'es allé là-bas en 2016, donc t'as été un peu plongé dans cette famille, etc. Est-ce que t'as eu l'occasion quand même de découvrir le pays, la culture, etc. Ouais. Est-ce que t'as aimé, pas trop aimé? Enfin, comment t'as vécu ce grand bain dans ce pays? Alors, il faut déjà savoir du coup qu'en Éthiopie, entre le 28 et non, c'était le 26, voilà, dernière semaine de décembre, il faisait 28 degrés, donc c'était déjà plutôt pas mal. Ça changeait un petit peu de la température à Calais parce que c'était là où j'habitais à ce moment-là. 28 degrés, les paysages sont incroyables. Hein. J'ai pris beaucoup de photos là-bas. C'est aussi dans ce pays où du coup on a les églises qui sont creusées à même le sol, donc ça aussi c'est quelque chose de très impressionnant à voir. Ce petit côté, on va dire, culturel ou traditionnel qu'il me manquait pendant mon éducation, j'ai pu le retrouver aussi pendant le séjour en Éthiopie, donc ne serait-ce qu'au niveau de la nourriture, comme au niveau des musiques, des tenues, enfin des personnes, même de l'univers de manière générale. Donc tout ça, on a eu le temps quand même de pas mal visiter. On a vu Aksum, on a vu Addis Abeba, on a vu quelques autres petits villages qui étaient aux alentours, et on voit forcément les gros changements aussi entre Addis Abeba qui est très développé maintenant, c'est une ville concrètement, c'est une ville assez moderne. Tu vois qu'il y a des routes de partout, il y a des voitures de partout, il y a des magasins. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout l'image que les gens se donneraient en pensant à l'Éthiopie. Je pense qu'il y en a certains encore qui ont l'image un petit peu de, voilà, pas de culture, non, pas de civilisation, on va dire, pas de technologie. Mais Addis Abeba, c'est extrêmement développé. Après, forcément, lorsqu'on va dans les villages qui sont un petit peu plus aux alentours, là, on retrouve beaucoup plus ce côté encore. Pas primaire mais presque, où on peut retrouver des cases, retrouver des personnes qui sont pas forcément habillées de la même manière que nous, qui ont pas forcément l'éducation qu'on peut retrouver sur Addis Abeba, ils savent pas du tout parler un mot d'anglais. Donc, mais sinon non, c'était très enrichissant, ne serait-ce même juste comme un voyage culturel au final. Donc alors bon, peut-être pas en ce moment, mais parce que c'est pas forcément le meilleur contexte d'un point de vue politique en Éthiopie, mais si dans quelques années vous avez l'opportunité d'aller là-bas, je vous le conseille. Il fait même de la pub pour son pays d'origine, c'est génial. Augmenter le PIB. Ça, donc c'était ma première question, merci. La deuxième, c'était parce qu'on entend bien que c'est un message qui a rechanger ton histoire, la rencontre entre ta famille biologique et ta famille adoptive et toi, on va dire que c'est plus, de ce que j'entends, plus une rencontre entre les parents plutôt que toi avec la famille biologique, etc. Aujourd'hui, tu dis que tu es encore en contact avec eux. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis j'ai une responsabilité, comment tu vis ce truc-là? Est-ce que c'est naturel? C'est plutôt le deuxième point, du coup, plutôt me dire que j'ai une responsabilité, entre guillemets, de rester en contact avec eux, du fait que, moi, c'est tout, je suis un membre de leur famille, même si je me rappelle plus d'eux, eux, ils se rappellent de moi, donc j'ai encore une responsabilité de leur donner des nouvelles, de rester en contact avec eux, sans pour autant forcément retourner là-bas ou passer mon temps à les appeler, ce genre de choses. Les messages, la fréquence, c'est très irrégulier, ça peut être par exemple une fois par mois. Parfois moi de mon côté pas envoyer de message, ou de leur côté pas envoyer de message pendant 2-3 mois. Mais voilà, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles une fois de temps en temps. La majorité du temps c'est quand même eux qui envoient des messages. Moi de mon côté je peux avoir tendance forcément à plus oublier ou à pas y penser parce que j'ai ma vie en France. J'ai tout ce que j'ai actuellement, c'est en France, c'est tout. En Éthiopie, je sais que j'ai encore de la famille, mais
ça reste, même si je les ai rencontrés, ça reste pour moi des étrangers, des personnes qui ont fait partie de ma vie, mais dont je ne me rappelle pas. Et pour eux, je reste quelqu'un qui a fait partie de leur vie, qui en est ressorti, qui en est revenu. Donc, c'est la grosse différence à ce niveau-là. Donc, si je me suis déjà posé la question, est-ce que ça changerait quelque chose à ma vie si je n'avais pas de nouvelles de leur part? Foncièrement, pour moi, ça ne changerait pas grand-chose actuellement. J'avais une question qui me venait en tête, elle est pas hyper fun, tu vois, mais en gros, si jamais t'avais jamais reçu ce message, ça t'aurait rien changé. C'est pas vraiment une question, pardon. Tu veux dire si, alors dans un univers parallèle où il y aurait un Vianney qui avait pas reçu ce message, est-ce que je serais le même par exemple à aujourd'hui? Ouais. Non, je pense que j'aurais été différent quand même. Je me considère pas non plus comme étant l'homme le plus mature ou ce genre de choses, mais je pense forcément qu'il y aurait eu une part de moi où il y aurait pas eu un vide, mais je serais pas arrivé à une certaine conclusion. Alors, il y aurait eu des questions qui seraient restées sans réponse et je serais pas forcément. J'aurais un point de vue quand même assez différent sur tout ça, on va dire. C'est des expériences, même si ça ne m'a pas pour autant rendu heureux ou ça n'a pas apporté plein de bonnes choses dans ma vie, ça reste des expériences qui me permettent de changer, de prendre en maturité, d'avoir une perspective un petit peu différente sur la vie, et puis même sur ma vie ou sur la vie de mes parents, par exemple. J'aurais pas pensé, par exemple, que le fait d'apprendre que j'avais encore de la famille en Éthiopie pourrait bouleverser mes parents. Et donc là, ça m'a donné un autre point de vue aussi vis-à-vis de mes parents où je les ai jamais versé. Bon, ça c'est autre chose, mais je les ai jamais vus verser une larme, mis à part de voir un film triste, on va dire, depuis que je les connais. Donc là, de les voir attristés, enfin pas attristés, mais bouleversés, verser une larme pour ce genre de choses, forcément, ça donne un autre point de vue à ce niveau-là. Mais si, je pense que j'aurais été quand même assez différent. Moi, j'aurais toujours été aussi drôle. Tu parlais de période entre le CM1 et le collège où tu étais en internat, etc. C'est la période où on est un peu sur la construction de soi, on apprend à se connaître, on se découvre, et aussi par rapport aux autres, vis-à-vis des autres. Est-ce que toi, tu as ressenti une forme de racisme du fait d'avoir une couleur de peau différente? Alors, avec tous les élèves qui étaient blancs, absolument pas. Alors si, il y a eu une période, mais une fois c'était en colo, mais bon, ça c'était juste, je peux dire des gros mots. C'était juste des petits cons du coup forcément, mais je vais dire c'est tout. Ça, j'ai passé outre et puis ça m'a pas bouleversé ou quoi que ce soit, mais bon, c'est des petites choses qui arrivent de temps en temps. Donc avec les élèves blancs, absolument aucun. Par contre, avec ceux qui étaient adoptés, qui venaient de Colombie, ouais, étrangement d'ailleurs. Donc ça justement pendant alors c'était quoi, 3 ans que j'avais passé là-bas, CM2, 6e, 5e, ouais, c'était 3 ans du coup que j'avais passé dans cet internat, et du coup ces 2 enfants adoptés qui venaient de Colombie, et bizarrement c'était les deux qui étaient un peu sur mes côtes, on va dire, pendant cette période-là. Et donc bon après j'en avais parlé un petit peu à mes parents à ce moment-là, mais alors mes parents, c'est toujours le raisonnement du ils sont adoptés, mais eux ils savent qu'il y a telle ou telle situation, donc voilà, faut entre guillemets leur pardonner. C'est compliqué pour eux, c'est difficile, c'est compliqué pour leur famille. Bon, quand on est enfant à ce moment-là, je pense que j'avais entre guillemets plutôt bien assimilé, puis j'avais pas embêté plus que ça. Mais quand plus j'y repense de temps en temps, et je me dis quand même j'aurais peut-être dû me lâcher une ou deux patates peut-être un jour ou l'autre. Mais il y a des baffes qui se sont perdues. C'est ça, exactement. Mais donc c'est pas quelque chose, toi, qui a été vraiment marquant, en tout cas, dans ton apprentissage quand t'as grandi, quoi. Non, franchement, à ce niveau-là, j'ai eu quand même pas mal de chance, mais niveau racisme, mis à part, je veux dire, quelquefois, il n'y a rien qui m'a réellement marqué. Puis en général, j'arrive assez facilement à prendre du recul sur tout ça, et il y a très peu de choses qui arrivent réellement à m'affecter directement. Après, on va dire, j'habitais à Calais, donc c'était la période aussi où il y avait pas mal de migrants. Donc, on va dire, c'était lorsque je prenais le train pour aller sur l'île, je me faisais contrôler quasiment à chaque fois pour la pièce d'identité par la police. Donc ça, après, c'est tout. Encore une fois, j'arrive à prendre du recul. Ils savent pas forcément si j'habite ici ou pas. Ça, je peux pas leur en vouloir. Donc, ils me contrôlent, c'est tout. Ils ont ma pièce d'identité, et puis voilà. Je pose pas plus de problèmes que ça. Je voyais pas ça comme du racisme, je me disais juste, ils font juste leur travail, ils vérifient ça et il y a aucun problème. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas eu d'événement qui m'a marqué à ce niveau-là. Tes frères et sœurs,
on peut en parler un petit peu si t'en as envie, si t'as pas envie, on n'en parle pas. Ils ont eu des démarches aussi un peu de retrouver leur famille biologique. Ah oui, ok, donc peut-être que je m'étais pas bien exprimé là-dessus, mais je suis le seul adopté de ma famille du coup. Ah pardon, ah bah d'accord. Ouais, ils sont tous bien nés de mes parents. D'accord, ah oui d'accord, ok. Et J'ai pas été clair là-dessus peut-être. c'est peut-être moi qui ai pas compris. Non. Et t'as toujours été accepté comme le petit frère, il y a jamais eu de questions. Ouais, j'étais même le chouchou de mes grandes sœurs, donc forcément, je me suis jamais senti, on va dire, mise à l'écart par mes frères et sœurs, pas une seule fois. Donc ça, j'ai toujours eu l'impression de les connaître. C'est un beau message. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un message là avant de conclure cet épisode que t'aimerais passer aux personnes qui nous écoutent ? Alors pour ceux qui soient adoptés, soit pour ceux qui connaissent leurs origines pour ceux qui connaissent leurs origines, on va dire, si ils ne ressentent pas réellement le besoin, par exemple, de les retrouver, s'ils n'ont pas l'impression que ça va réellement leur apporter quelque chose, on va dire juste continuez à vivre votre vie comme elle est actuellement, prenez les choses comme elles sont et aimez votre famille actuelle. Continuez comme ça, peut-être qu'un jour il y aura un événement qui va vous pousser à retrouver vos origines ou comme moi vous allez recevoir un message sur Messenger. À ce moment-là, je veux dire, c'est libre à vous de soit prendre le pari et d'essayer de voir si ça peut être important, et également essayer d'avoir une perspective plus large et de pas juste être focalisé sur ce que vous voulez actuellement, de se dire également peut-être que pour votre famille là-bas ça peut être important. Pour ceux qui connaissent déjà leurs origines, qui les ont déjà vues et qui ont peut-être du mal, on va dire, à se retrouver actuellement, ne pas essayer de se poser trop de questions, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais juste essayer de se détendre un petit peu, de réfléchir à tout ce que vous avez pu vivre, toutes les expériences que vous avez pu vivre, toutes les personnes que vous avez pu connaître, voir un petit peu tout ce qui vous constitue, essayer de vous connaître, et à partir du moment où vous vous connaissez, essayez de vous aimer au maximum. Puis à partir de là, on va dire, au niveau des questions, toutes les questions n'ont pas forcément besoin d'avoir une réponse, et il y en a certaines que vous pouvez laisser, on va dire, dans le vide et juste continuer à vivre au final. Et pour les parents de ceux qui sont adoptés, si ils s'expriment beaucoup là-dessus, être à l'écoute et échanger beaucoup avec eux, essayez d'apporter les réponses que vous pouvez apporter. Si vous n'avez pas les réponses, juste leur dire que vous ne les avez pas. Et si ils sont, on va dire, en quête de réponses, essayez de les assister à ce niveau-là. Et si vous êtes tombé sur quelqu'un comme moi qui se pose pas plus de questions que ça, c'est tout, aimez-le comme votre fils. Merci beaucoup, Vianney. Je t'en prie, merci à toi. Chouette message. Je te propose de nous arrêter là maintenant, du coup, si ça te va, sauf si tu sens qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter. Écoute, pour moi c'est tout bon, écoute. Super. Tu me disais qu'on peut te retrouver... si on veut échanger avec toi suite à l'écoute de cet épisode, c'est avec plaisir. Je vais peut-être pas mettre ton adresse mail dans les notes du podcast parce que j'ai pas envie qu'elle se balade partout sur Terre non plus. Donc les personnes qui ont envie d'échanger envoyer un petit message à Vianney, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous donnerai son adresse mail avec le plus grand des plaisirs. Voilà, donc. Je vous remercie. Alors déjà, toi, Vianney, je te remercie pour ton partage, pour ton expérience et ton parcours. Merci pour tous les beaux messages que tu nous as envoyés, ça fait du bien. Et merci à vous qui nous écoutez aujourd'hui avec ce nouvel épisode de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.